vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt les élections municipales le 2 novembre prochain. Je ne sais pas si vous savez déjà pour qui voter, alors nous allons contribuer à votre réflexion par 2 émissions au croisement de la politique et de la science. Nous allons parler aujourd'hui d'environnement et des idées pour faciliter, du côté politique, la transition écologique des villes, pour lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la qualité de l'air, ou alors faire éponge lors d'inondations importantes. La lutte au changement climatique est une préoccupation citoyenne, comme le montre l'indicateur municipal 2025 de Léger. 72% des interrogés jugent important que les municipalités adoptent des pratiques responsables en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Voterez-vous pour un candidat plus soucieux de l'environnement ou une candidate plus soucieuse de l'environnement? Et aussi, qu'est-ce qu'une ville résiliente? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous intéressons aux villes. L'élection municipale oblige, mais pas n'importe lesquelles. Des municipalités plus résilientes, susceptibles de faire à la fois face aux canicules, aux inondations. Pour en parler, je suis en compagnie d'Hélène Madénian, chercheuse postdoctorale au labo Équité Climat à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Thalie Labonté, urbaniste et coordinatrice des relations stratégiques à Vivre en Ville. Bonjour. Bonjour. Et de Sonia Chénier, candidate au poste de conseillère municipale à la ville de Saint-Hyacinthe aux élections du 2 novembre donc, et médecin vétérinaire pathologiste. Bonjour. Bonjour. C'est souvent à la transition écologique que l'on pense du côté des politiques comme un nécessaire virage vers des municipalités. Pour cela prend des actions, de les planifier, de les mettre en avant et d'avoir aussi les moyens financiers de les soutenir. Et on le sait, les villes ont des moyens limités. Et aussi l'appui, voire la participation de ses citoyens. Madame Madénian, je vais commencer avec vous. Comment on rend une ville résiliente? Qu'est-ce que c'est exactement une ville résiliente? Très belle question pour commencer, merci. Donc, c'est pas évident de rendre une ville résiliente et surtout, il faut garder en tête que c'est jamais terminé. C'est souvent un processus, en fait, c'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un travail au quotidien pour rendre une ville résiliente. Puis, ça touche différents aspects, mais c'est surtout, en fait, pouvoir faire en sorte que la ville puisse faire face quand il y a des chocs, des bouleversements, notamment climatiques, que ce soit des vagues de chaleur, des inondations, et être sûr que les populations et les territoires, en fait, sont capables de passer à travers ce choc et bien se remettre. Donc, ça prend différentes actions dont on va parler, j'imagine, un peu plus tard dans l'émission. Oui, tout à fait. Madame Labonté, l'action municipale peut avoir un effet global. Les villes sont aux premières loges des changements. Et donc, c'est important d'aller voter pour un candidat soucieux de l'environnement ou une candidate soucieuse de l'environnement. Oui, tout à fait. Les élections municipales, souvent, sont un peu délaissées là, au niveau de la participation, on peut le voir. Mais les municipalités ont de plus en plus de pouvoirs qui leur ont été délégués. Ils peuvent agir sur une foule de plans, là, notamment de l'énergie, de l'habitation, de l'alimentation aussi, qu'on oublie souvent, de la mobilité. Puis c'est tous des plans qui nous permettent d'être plus résilients là, sur le long terme pour, justement, comme Hélène disait, là, être prêt à se défendre face au choc. Là. Oui. Est-ce qu'en urbanisme, des villes résilientes, c'est déjà un terme qui existe, de concevoir des villes résilientes? Est-ce qu'on dit ça comme ça? Je pense que oui. Là, puis il y a plusieurs villes qui se disent résilientes. C'est sûr que, par exemple, là, avant l'entrevue, j'ai essayé de voir si on a des exemples de villes qui sont vraiment résilientes puis qui sont justes. Mais il y a des villes qui vont être résilientes sur différents volets, là, mais pour l'instant, c'est encore justement un processus. Donc, on peut voir certains projets qui se font, notamment, c'est ça, en énergie, en habitation. Là, on a quelques exemples, mais c'est vraiment un processus. Puis, on est encore en train de vivre certains chocs, certains aléas climatiques auxquels on doit apprendre à s'adapter. Là. Il y a encore les vagues de chaleur qui sont de plus en plus intenses, par exemple. Fait que c'est des apprentissages constants. Là. Oui, tout à fait. Madame Chénier, comment transformer... En fait, je le rappelle, vous êtes candidate au poste de conseillère municipale du district Saint-Sacrement-Sacré-Cœur de Saint-Hyacinthe. Présentez-nous peut-être votre ville et ses enjeux en matière d'environnement.
Donc, Saint-Hyacinthe, c'est une ville quand même assez ancienne qui a été fondée, au fond, là, environ 200 ans, qui est à 45 minutes de Montréal. Et puis, c'est une ville d'environ 60 000 habitants et qui est caractérisée comme étant la technopole agroalimentaire du Québec, c'est-à-dire qu'on est en plein cœur d'une région agricole, des meilleures terres agricoles, en fait, du Québec. Et puis, on a énormément d'industries, d'entreprises qui sont installées dans la ville pour à cause de son aspect central à ce niveau-là, pour développer différentes technologies en lien avec l'agriculture. Et puis, on a aussi une faculté de médecine vétérinaire qui est la seule faculté de médecine vétérinaire au Québec. Donc, tous ces enjeux-là font que l'agriculture vraiment est au centre là, des préoccupations de la ville. Oui. Et en matière d'environnement plus large, c'est quoi les enjeux de votre ville, à vous? Ben nous, on était quand même une ville pionnière dans le passé parce qu'on était la première ville au Québec à construire une usine de biométhanisation pour convertir les déchets putrescibles en gaz. Ça s'est pas fait de façon nécessairement aisée, mais maintenant c'est comme quand même au point. Puis le gaz qui est produit est injecté dans le réseau de gaz naturel de Énergir. Et puis, par contre, c'est sûr qu'on a d'autres enjeux par rapport à la rivière, par exemple. On a une belle rivière qui passe au centre de la ville, mais avec la canicule, par exemple, qu'on a vécu récemment, la rivière est presque à sec, là, en aval d'un barrage là, qu'il y a au centre-ville. Donc, tu sais, ça pose toutes les questions de la vie aquatique dans cette rivière-là qui est sûrement pas en très bonne santé, là, suite au faible niveau d'eau. On a aussi, comme beaucoup de villes au Québec, des infrastructures vieillissantes. Donc, nos égouts, les égouts pluviaux et les égouts domestiques ne sont pas séparés dans certains quartiers. Ce qui fait que quand il y a des pluies abondantes, ben toute l'eau se mélange et est en trop grande quantité là, pour être traitée par l'usine d'épuration, ce qui fait que l'eau usée est rejetée directement dans la rivière, ce qui aide pas non plus la vie aquatique. Ah non, c'est sûr. Fait qu'il y a des enjeux comme ça, et aussi le fait qu'on est une ville qui s'est développée beaucoup autour de la voiture. Donc, il y a énormément d'espace pour les autos et peu pour les piétons et les cyclistes en ville. Puis, il y a énormément de surfaces imperméabilisées parce que ça prend beaucoup de stationnement asphalté pour loger toutes ces voitures-là. Donc, parce que il n'y a pas de mobilité interurbaine. Les gens qui habitent autour doivent nécessairement prendre leur voiture pour venir travailler ou acheter des choses là dans la ville-centre. Donc, c'est ça. On a un problème vraiment de circulation automobile là, à régler. Oui, comme beaucoup de municipalités en région. Il y a 4 ans, 400 municipalités québécoises ont signé la déclaration d'urgence climatique, un document où les élus s'engageaient à reconnaître l'importance de passer à l'action pour la planète, à réduire rapidement les émissions à gaz à effet de serre de leur municipalité. Madame Madénian, où en sommes-nous du côté de la lutte au climat pour les villes? Est-ce que la résilience des villes, ça passe par exemple par les espaces verts? Donnez-nous peut-être un peu des exemples aussi. Alors, on est dans un contexte de pleine effervescence en fait de planification climatique en ce moment au Québec, avec les municipalités et les MRC qui sont en train de travailler sur leur plan climat dans le cadre d'un programme du gouvernement du Québec. Donc, il y a vraiment une effervescence donc dans les municipalités, aussi dans les milieux communautaires qui se mobilisent aussi de plus en plus pour travailler sur des solutions pour le climat, mais aussi des acteurs comme la santé publique. Donc, on a plusieurs en effet solutions qui sont en train d'être réfléchies et mises en œuvre, dont le verdissement dont vous parliez à l'instant. Donc, par verdissement, en fait, on peut... Des ruelles vertes? Oui, par exemple. Ça peut être des ruelles vertes, ça peut être le développement de parcs, ce qu'on appelle des saillies de trottoirs ou des noues végétalisées. On voit ça beaucoup à Montréal. Exactement. Donc, en fait, dès qu'on refait une rue, on en profite pour retravailler, en fait, le design de la rue en faisant des saillies de trottoirs, ce qui permet à la fois d'embellir le quartier, de faire un apaisement pour la circulation et donc de protéger davantage les piétons, par exemple, mais aussi de drainer les eaux pluviales. Ah oui. Donc, grâce à ce verdissement, en fait, on va éviter de surcharger les égouts dont on parlait à l'instant avec Sonia. Donc, on passe d'infrastructures grises à infrastructures vertes. Donc, ça permet en effet d'aider en fait à ne pas surcharger les réseaux d'égouts quand il y a de forts épisodes de pluie dont on en a de plus en plus. Oui, on en a eu. Madame Labonté, le transport actif et collectif, ça aide la ville à lutter contre la pollution et aussi la santé publique.
Quels sont les volets à prioriser pour rendre la ville résiliente, en fait? Vous avez évoqué tout à l'heure énergie, alimentation, transport actif et espace vert, mais je voudrais que vous élaboriez plus. Notamment au niveau de la mobilité? Oui. Mobilité, énergie, alimentation, allez-y. Oui, mais c'est sûr, en fait, que pour une ville résiliente, là, on a parlé de plein de belles choses, mais il faut aussi offrir des chances égales de se déplacer à tous les modes de déplacement. Oui. Donc ça veut dire que les gens qui veulent se déplacer, finalement. Oui, le choix également. Donc les gens qui veulent se déplacer à pied, à vélo, en voiture, puissent le faire et les infrastructures pour le faire. Puis souvent, là, pour le moment, on a beaucoup de grogne, là, justement, qu'on peut ressentir là, par rapport aux cyclistes? Par rapport à différents modes de transport, là, puis il y a certaines personnes qui vont appeler ça une guerre, mais je pense pas que c'est une guerre. Il faut plutôt voir que c'est vraiment des modes qui sont complémentaires. Puis quand on parle du vélo ou de la marche, bien, ça permet aussi de désengorger nos routes. Oui. Puis ça permet aussi de favoriser la santé, donc peut-être éventuellement désengorger notre système de santé. Là, c'est du plus long terme. Santé publique, s'il est là. Exactement. Oui. Donc, il faut voir tous ces bénéfices-là, puis aussi les bénéfices pour la sécurité, parce qu'on a beaucoup plus d'accidents mortels en voiture que d'un cycliste par rapport à un piéton, par exemple. Puis, tous les gains aussi au niveau de l'économie. Là, on a vu, je prends l'exemple de Saint-Denis, c'est lui qui est le plus proche de moi, là, mais il y a eu une recrudescence des achats, de l'achalandage sur Saint-Denis, oui. Une diminution aussi des commerces vacants. L'avenue, donc, c'est une avenue pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, exactement, c'est ça. Saint-Denis, c'est une avenue commerciale qui, avant, était essentiellement dédiée à l'automobile avec des trottoirs, là, mais qui étaient minimaux, là, oui. Et des stationnements. Puis là, on a ajouté des pistes unidirectionnelles pour les vélos dans chacun des sens. Puis maintenant, on voit même du trafic de vélos là, sur la rue Saint-Denis. Là, parfois, il y a de la congestion de vélos, mais ça a vraiment augmenté la consommation dans les commerces qui sont sur la rue Saint-Denis. Donc, pour de la résilience, là, il faut miser sur tous les modes de transport, puis qu'ils soient tous accessibles équitablement. Puis, pour ce faire, là, pour que ça devienne une norme, c'est vraiment de miser sur tous les bienfaits, là, puis il y en a une foulée, là, parce qu'on parle de GES, mais il y en a peut-être à qui ça va moins parler, mais c'est ça, on peut parler de santé, sécurité, économie, et j'en passe. Là. Entendu. Madame Chénier, comment transformer Saint-Hyacinthe pour la rendre plus résiliente face au changement climatique? Bien, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On parlait à l'instant de favoriser le transport actif. Nous, on vient juste d'élaborer justement un nouveau plan là, de transport actif et durable qui vise en particulier parce qu'on a quand même des pistes cyclables à Saint-Hyacinthe, c'est juste qu'ils sont pas raccordées entre elles. C'est comme des pistes où est-ce qu'on a envie juste de se promener le dimanche avec ses enfants, mais pas de se déplacer pour aller travailler ou aller acheter son épicerie, disons. Oui, donc c'est peut-être des tronçons qui communiquent pas, finalement. Effectivement. Donc, le but, c'est de raccorder, d'avoir vraiment un réseau cyclable qui communique et puis qui communique avec celui de d'autres villes autour. Par exemple, il y a la ville de Granby qui est pas très loin de chez nous. Il y a un immense réseau cyclable. Puis nous, si on veut aller rouler à cet endroit-là, il faut absolument prendre la voiture pour se rendre, ce qui est un peu absurde. Donc, il y a des choses à faire au niveau des infrastructures pour les cyclistes. Puis pour les piétons, ben c'est sûr que, par exemple, il y a des rues commerciales, comme il y a une rue à côté de chez moi, la rue Sainte-Anne, qui est une rue qui est principale, qui a beaucoup de commerces, mais où c'est pas du tout intéressant pour un piéton de circuler parce qu'il y a tellement de circulation, de bruit, les trottoirs sont étroits, il y a absolument aucune végétation, donc c'est pas un endroit où est-ce qu'on a envie de flâner, là. Donc je pense qu'à chaque fois qu'on refait des infrastructures, parce que justement on parlait de refaire les infrastructures souterraines, à chaque fois qu'on ouvre une rue pour faire quelque chose, on devrait, quand on la referme, la mettre à niveau de la vision résiliente qu'on a de la ville aujourd'hui, tu sais, ne pas la refaire à l'identique. Donc il y a ça, mais il y a aussi au niveau de la gestion de l'eau, par exemple, ben, c'est sûr qu'il faudrait agir premièrement pour encourager la diminution de la consommation de l'eau, mais aussi pour mettre toutes nos infrastructures aux dernières normes, et puis réduire l'imperméabilisation des sols. On a déjà une taxe là sur les espaces asphaltés de stationnement, mais tu sais, c'est une taxe quand même assez minime. Est-ce qu'on pourrait l'augmenter? Est-ce qu'on pourrait aussi, d'un autre côté, donner des subventions pour les propriétaires qui construisent des nouveaux immeubles pour que la surface de leur stationnement ne soit pas imperméable, qu'il y ait des bassins de rétention autour, qu'il y ait une canopée qui soit plantée? Oui. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'initiative Ville-Éponge?
Oui, ben c'est ça. Il y a comme un regroupement de municipalités puis de conseils régionaux d'environnement là, qui sont mis ensemble pour faire ce qu'ils appellent les villes éponges. Donc, c'est comme plein de gens qui partagent des idées, plein de villes qui partagent des idées sur leurs bons coups, les choses qu'ils ont essayé, qui ont moins bien fonctionné, pour essayer comme de guider les personnes qui veulent se lancer là-dedans, pour qu'ils aillent dans la bonne direction, les outiller pour réussir leur transition, là. Madame Mandenia, on parle beaucoup de la transition écologique, mais il ne faut pas aussi négliger la justice sociale. Expliquez-nous. Effectivement, mais en fait, on parle de plus en plus de transition socio-écologique. Donc, okay. Justement, de pas oublier les deux. Ouais, de pas oublier les enjeux sociaux quand on parle aussi d'écologie, d'environnement. En fait, comment justement on implique les citoyens, on vient juste d'en parler sur notamment le verdissement, mais comment on embarque tout le monde en fait dans cette transition pour être sûr de ne pas créer des inégalités entre les territoires et les populations ou pas exacerber des inégalités existantes. Donc, ça prend d'être beaucoup à l'écoute des gens sur le terrain, des personnes les plus vulnérables notamment, qui sont surtout souvent celles qu'on n'entend pas, Donc, s'aider en fait des organismes communautaires, par exemple, qui connaissent très bien les personnes plus vulnérables sur le terrain, sans surcharger leur travail, puisqu'on sait que les organismes communautaires en ont déjà beaucoup sur les épaules, sans forcément beaucoup de ressources. Quand on fait de la sécurité alimentaire et ce genre de choses, travail intergénérationnel, rajouter du verdissement en plus, peut-être que c'est... Exactement. Donc, c'est pour ça que ça se réfléchit, puis c'est important aussi même si on a des bonnes idées, d'aller vraiment voir ce dont les gens sur le terrain ont besoin, en fait. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas envie de verdissement pour l'instant, c'est pas leur priorité ou pas de la façon dont on l'a imaginé. Donc c'est important de co-construire des solutions ensemble pour vraiment être sûr d'impliquer les gens et que ça réponde à leurs besoins qui sont pas les mêmes, dépendamment de où on habite, comment on vit les changements climatiques, etc. Oui. Madame Labonté, pouvez-vous nous présenter les 12 travaux de nos collectivités, la plateforme d'engagement concret destinée justement aux candidats et candidates municipaux en vue des élections du 2 novembre prochain? Oui, puis justement, parmi ces 12 travaux, là, je vais y revenir, mais j'aimerais aborder avant la lunette équité là, qu'on promouvoit à Vivre en Ville. Là. Ça fait beaucoup référence à ce que Hélène vient de dire, mais d'adopter à une grande échelle, là, parce qu'on va souvent aller voir, le parc, est-ce qu'il est accessible, mais de voir à l'échelle du territoire et des besoins de la population, c'est où qu'on a besoin de ressources supplémentaires pour avoir une équité, notamment en matière d'accessibilité, donc accessibilité au transport, aux espaces verts, voir s'il y a des inéquités aussi au niveau des espaces perméables, des îlots de chaleur, tout ça. Donc, c'est vraiment d'adopter cette lunette équité quand on va aller voir l'aménagement du territoire. Là. Fait que l'aménagement du territoire, ça concerne plein de facettes. Là. Fait que c'est d'avoir cette lunette-là. Rappelez-nous peut-être aussi ce qu'est Vivre en Ville, que je n'ai pas présenté au début. C'est un organisme montréalais. Vivre en Ville, c'est un organisme d'intérêt public qui est basé à Québec, Montréal et Gatineau. Puis on travaille vraiment à travers tout le Québec. Là. Donc, on travaille pas vraiment avec Montréal parce qu'ils ont déjà des bonnes équipes là, au niveau de l'aménagement du territoire. Avec Montréal, on va plus faire du plaidoyer, par exemple. Donc, Vivre en Ville, on ouvre la voie aux transformations du territoire qui sont nécessaires pour favoriser la santé de la population, tout en respectant là, la capacité des écosystèmes. Entendu. Puis, justement, au niveau des 12 travaux de nos collectivités, là, on a sorti ça, si je ne me trompe pas, au mois de juin dernier, en vue des élections municipales. Puis les 12 travaux de nos collectivités, là, c'est 12 chantiers, si je peux dire, auxquels il serait important de s'attaquer pour les élus municipaux. Donc, c'est 12 travaux auxquels on espère que les élus vont s'engager pour être en première ligne des nécessaires transformations du territoire. Donc, on va voir si Mme Chénier est à l'écoute. Allez-y, Mme Labonté. Oui, mais ça va autant, c'est ça, de l'habitation à la mobilité, à l'alimentation. Puis ça fait beaucoup référence aussi aux villes résilientes dont on parlait, là. Fait que c'est de s'attaquer à tous ces volets-là, puis ça peut sembler énorme, là, aussi pour une administration. Comme les 12 travaux d'Astérix, exactement. Puis c'est des défis qui vont vraiment être herculéens, mais auxquels il faut s'adresser rapidement, parce que plus on attend, plus ça va être difficile de s'adapter, plus les coûts vont être augmentés, en fait. Là. Si on continue de faire des maisons unifamiliales pour accueillir les nouveaux ménages, ça veut dire empiéter sur des milieux agricoles, des milieux naturels, des milieux humides et hydriques. Puis là, on vient un peu débalancer le désir des gens d'être proches de la nature en ayant la maison unifamiliale,
mais en détruisant cette même nature-là. Oui. Fait que c'est comment avoir accès à la nature, mais pour un maximum de personnes. Puis on revient à l'équité territoriale aussi, là. Oui, mais un peu ce qui se vit justement à Saint-Hyacinthe peut-être. Madame Chénier, vous avez cofondé le groupe Envers et pour tous à la Faculté de médecine vétérinaire. Vous êtes aussi impliqué au comité consultatif en environnement de la ville de Saint-Hyacinthe et membre du comité citoyennes et citoyens pour la protection de l'environnement Mascoutin. Comment, selon vous, réussir à inciter les citoyens à s'impliquer pour le verdissement de leur ville et de leur quartier, à la manière de ce que vous faites là? Vous êtes très impliqué. Comment on pousse les gens à vous emboîter le pas? Ben, je veux juste commencer par faire une petite correction. Là, je suis sur le comité consultatif en environnement de la Montérégie et non de la ville de Saint-Hyacinthe. OK. Puis, en fait, pour que les gens s'impliquent, je pense qu'il faut vraiment sortir de notre bulle virtuelle puis aller à la rencontre là, des gens dans la réalité. Parce que moi, ce que je me rends compte, en fait, parce que je fais énormément de porte-à-porte là, durant la campagne électorale, c'est que les gens sont contents qu'on vienne les voir. Ils sont contents de voir quelqu'un qui se déplace, qui prend la peine d'aller les voir pour leur parler d'enjeux. Puis je pense que c'est vraiment de cette façon-là qu'on va pouvoir convaincre les gens de faire la transition environnementale. C'est pour ça qu'une de mes priorités, comme si je suis élue, ça serait de faire une table de quartier qui réunirait des citoyens, des commerçants, des organismes communautaires, comme vous avez déjà dans plusieurs quartiers de Montréal d'ailleurs. Oui. Parce que c'est en discutant avec des vraies personnes et non en ligne, et puis en échangeant des idées, puis en profitant de notre intelligence collective, qu'on est capable d'arriver à trouver des solutions qui vont vraiment être adaptées au milieu. Donc, la démocratie municipale, c'est une démocratie qui est très proche des gens parce que c'est vraiment, ça touche déjà des enjeux super terre à terre, la propreté, la sécurité, l'eau potable, la gestion des déchets. Donc, les gens sont interpellés par ça, même si il y a juste une personne sur 3 qui a voté aux dernières élections municipales à Saint-Hyacinthe. Mais les gens, quand on leur explique tout ce que ça implique d'être de la politique municipale, ben là, ils se sentent interpellés. Fait qu'il faut aller leur en parler, il faut les réunir, puis qu'ensemble, on peut discuter. Je pense que la seule façon de s'engager vers un avenir résilient, c'est de prendre la peine de rencontrer les gens, de les faire asseoir ensemble pour discuter. On n'en sortira pas autrement, là. Oui, entendu. Madame Daignan, qu'en est-il justement de la participation citoyenne? Il y a plus d'efforts qui sont faits souvent dans la population, dans les décisions, c'est ce qu'on a l'impression, mais comment garder ces personnes engagées? Effectivement, ça rejoint ce que disait Sonia à l'instant, c'est comment faire pour entendre toutes les voix, parce que souvent, quand on fait des consultations publiques, on entend un peu toujours les mêmes personnes ou les mêmes groupes, etc. Donc, comment on fait pour rejoindre ces personnes qu'on entend moins, qui n'ont pas le temps de venir à des consultations, qui ne se sentent pas concernées peut-être par des sujets? Donc, ça prend vraiment d'aller à la rencontre de ces personnes-là dans leur milieu, suivant leurs horaires, à utiliser un vocabulaire qui leur parle, à leur montrer ce qu'ils ont à retirer, en fait, aussi de s'impliquer dans leur vie peut-être plus locale, en étant toujours respectueux de leur temps, évidemment, et de leur savoir. Donc, ça prend des efforts de notre côté, plus dans les bureaux peut-être, à sortir de chez nous et d'aller à la rencontre de ces personnes. Pour qu'elles voient aussi pourquoi elles devraient s'impliquer. C'est en fait une question là d'être résilient, qui est peut-être un mot à démystifier. C'est pour la qualité de vie, en fait, tout simplement. C'est pour être dans des quartiers qui sont plus agréables à vivre, avec plus de services, plus de commerce, connaître ses voisins. Donc c'est vraiment aussi jouer là-dessus. Puis tous les co-bénéfices dont on parlait Thalie tout à l'heure, sur des bénéfices pour la santé aussi. Donc c'est important de mettre tout ça de l'avant pour essayer d'embarquer les gens avec nous. Puis pas seulement peut-être les consulter une fois, mais vraiment développer avec eux des solutions. Et donc, pas venir... un peu comme la prévention, finalement. Y aller en amont. Effectivement. Et puis d'avoir une continuité, en fait, parce que qu'est-ce qu'ont ces gens, en fait, à s'impliquer? Qu'est-ce qu'ils en ont à retirer? Il faut qu'ils voient des retombées concrètes, en fait. Oui. Madame Labonté, j'aimerais voir un petit peu avec vous quelles sont les initiatives et les villes qui vous inspirent pour terminer. Est-ce qu'on a des villes inspirantes du côté de la résilience? Alors, c'est sûr qu'au Canada, on pense à Vancouver. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui me traverse la tête. Mais est-ce qu'on peut s'inspirer, en fait, et inspirer peut-être les candidats, les candidates qui portent ce flambeau-là, ce flambeau qui brille du côté de l'environnement?
Oui, ben comme je disais un peu au début de l'émission, là, c'est sûr qu'on n'aura pas des villes résilientes sur tous les plans. Là, c'est vraiment un processus qui est en cours. Tout près de chez nous, on peut penser à l'approche quartier résilient et inclusif de la ville de Montréal, là, qui est vraiment un peu en fait l'idée d'adopter la lunette équité. Donc, de regarder, là, ils ont déjà une carte interactive là, qui est accessible en ligne, qui permet de voir les différentes inéquités à travers tout le territoire de la ville de Montréal. Donc, de voir, ben, c'est où qu'il y a ces inéquités-là, puis ben, c'est où qu'on doit les adresser en premier. Là, je pense qu'il y a 5 niveaux d'inéquité, là, donc des inéquités qui sont plus ou moins... Là où il y a moins de parcs, finalement, là où il fait plus chaud. Là, oui, où il y a plus d'îlots de chaleur, là aussi où on n'a pas accès à une mobilité active aussi, où on a un désert alimentaire. Donc, c'est toutes ces formes d'inéquité-là qui peuvent être adressées. Donc là, pour l'instant, quartier inclusif et résilient à la Ville de Montréal, je pense que c'est un processus qui est vraiment en cours, là. C'est sûr que la première étape d'identifier est déjà assez costaude. Sinon, ben, on a plusieurs exemples plus ponctuels, là, comme par exemple Belleuil, la rue du Vernet, où ils ont augmenté la couverture de canopée de 5,2% à 25,9%. En quelques années, ça a permis de réduire la température, de réduire les surfaces perméables aussi, donc de s'adapter là, aux inondations par ruissellement, par exemple. Les fameuses villes éponges, comme on dit. Exactement. Exactement. Donc finalement, les exemples sont autour de nous. Il y a déjà des municipalités ou des quartiers qui pourraient nous inspirer. Finalement. Ça peut être à très petite échelle aussi, là, comme on parlait tantôt du verdissement de notre bac de l'arbre là, qui est en face de chez nous, de le verdir déjà, ça va amener de la oui, ça va amener de la fraîcheur, ça va aussi amener des pollinisateurs. Donc, c'est vraiment, ça peut être aussi petit que chez soi, commencer à verdir. Là. Oui, ou alors aller aussi... pas alors, et aller voter le 2 novembre pour des candidats qui portent ce flambeau vert comme Madame Chénier. Donc, merci beaucoup. Là, on était en compagnie de Thalie Labonté, vous venez de l'entendre, urbaniste et coordinatrice des relations stratégiques à Vivre en Ville, je vais le dire bien correctement, l'organisme Vivre en Ville. Donc, de Sonia Chénier, candidate au poste de conseillère municipale à la ville de Saint-Hyacinthe aux élections prochaines du 2 novembre, et médecin vétérinaire pathologiste, et aussi d'Hélène Badénian, chercheuse postdoctorale au labo Équité Climat à l'Institut national de recherche scientifique. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robarcher, à la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer tous et toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.